Jeunes téléspectateurs du monde entier, merci de nous suivre depuis chez vous. Bienvenue dans cette émission Agoragie, l'émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes. Aujourd'hui, je suis bien entouré de dames et bien sûr un homme à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars. Et pour parler aujourd'hui, bien sûr, du thème le 8 mars vu par les femmes. Pour en parler sur ce plateau, je suis avec je suis avec Mariam Diallo Dramé. Bonjour Mariam Diallo Dramé. Alors, je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Femmes Leadership et Développement Durable AFLED. Oui. Voilà. Et sur ce plateau, on est également avec Harira Sissé. Bonjour Harira. Bonjour. Harira, vous êtes la présidente de Jeune Chambre Internationale Bamako Espoir JCI. C'est bien ça. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Et toujours sur ce plateau, on est également avec Safiatou Kanté. Safiatou Kanté est jeune femme leader en politique. Bonjour Safiatou. Bonjour Jacté. Voilà, et pour finir sur ce plateau, un homme qui est avec nous. Il s'agit bien sûr de Diarra Mamadou Lassine. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour. Monsieur Diarra, vous êtes de l'association AF2, association femmes AFB, association femmes battues. Oui, effectivement. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'être là sur ce plateau pour parler bien évidemment du 8 mars, la journée qui vous est dédiée. Alors avant de rentrer dans la profondeur du débat, moi je vous propose notre enquête, notre bienvenue dans le ghetto de la semaine. Il s'agit bien sûr d'un micro-trottoir que nous avons fait auprès des femmes pour voir ce qu'elles font lors du 8 mars, le 8 mars bien sûr qui s'est déroulé hier. Nous allons suivre ça et juste après, on se retrouve. Le 8 mars, c'est notre journée. Ça prouve la liberté de la femme et la prise en compte du statut de la femme aussi. Nous assistons aux conférences, aux journées d'information et de sensibilisation. C'est ce que nous faisons. Nous laissons la tâche aux hommes de préparer ce jour-là à la maison. Le 8 mars signifie pour moi la glorification même de la femme africaine particulièrement. Et comme vous le savez, avant, les femmes n'ont pas de place dans la société. Cette fois-ci, c'est différent. Nous avons le droit de parler, de dire tout ce que nous voulons comme les autres, comme les hommes. Il n'y a plus de différence. Bon, 8 mars, ça me fait beaucoup plaisir à chaque fois, chaque année 8 mars. Ça me donne l'opportunité d'avoir la clientèle. Donc quand 8 mars approche, il me fait belle aussi pour pouvoir copier, pour que ma clientèle puisse me copier aussi. Donc là, actuellement, j'ai pas encore fait ma coiffure de 8 mars, mais après cette coiffure, je vais faire l'autre coiffure pour faire ma coiffure de 8 mars, pour montrer à la clientèle le modèle qui sera à la mode pour le 8 mars. Donc là, après vos départs, je vais m'apprêter pour le 8 mars. En principe, à la maison, là, je fais rien. Je fais rien, mais au travail, je viens au travail. Non, moi, je dois être en repos. Mais je viens au travail pour mes camarades femmes aussi qui font le travail de fonction. Là, on vient au salon, on s'amuse, on cause beaucoup des hommes. Comme ça, mon mari m'a fait ça, c'est réussi. Je peux dire non, ne fais pas comme ça, fais ça, c'est comme ça on peut faire. Voilà, retour sur ce plateau de Agoragie. Nous avons vu dans cet élément que le 8 mars est quand même une grande fête pour les femmes. Il y a d'autres qui prennent cette journée-là pour la glorification de la femme. Il y a d'autres qui achètent des pagnes, qui s'habillent bien. Et il y a également d'autres qui laissent aux hommes préparer à la maison, faire la vaisselle, etc. Que pensez-vous du 8 mars? Qu'est-ce que le 8 mars signifie pour vous, Mariam Diallo? Merci Kaba. Pour moi, le 8 mars, c'est vraiment pour célébrer la grandeur de la femme, comme vous l'avez dit. Et c'est aussi le moment de se souvenir qu'il y a eu des femmes qui se sont battues, en fait, pour que nous puissions avoir ce 8 mars-là depuis 1975, lors de la conférence de Mexico. Et aussi, c'est le moment de penser à la souffrance des femmes, de faire des plaidoyers, de dénoncer les abus par rapport aux droits des femmes. Donc, c'est vraiment une journée de réflexion et une journée de souvenir en mémoire des femmes qui ont souffert et aux femmes qui ont lutté pour qu'on puisse avoir cette journée. Et aussi, par rapport à la situation actuelle, notamment au Mali, une grande pensée pour toutes les femmes qui ont subi des violences, mais pas seulement au Mali, on peut penser à la RDC. Donc, pour moi, c'est vraiment la réflexion et le souvenir. Harira Sissé. Merci Kaba. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce thème qui est le nôtre. Pour moi, je pense que le 8 mars, il faudrait vraiment le mettre sur deux aspects.
D'abord, le premier, c'est de reconnaître tout ce qui a été fait par les femmes, les grandes dames qui se sont battues, qui ont aujourd'hui montré que la femme a sa place dans la société et qu'elle peut aussi jouer le rôle qui est le sien au sein de cette société. Et le deuxième aspect, c'est surtout faire une projection de ce qui reste à faire. C'est vrai qu'on se bat beaucoup aujourd'hui, mais beaucoup reste à faire. Donc il faudrait que les femmes se battent, continuent à se battre pour mériter la place qu'elle a dans cette société et de façon majoritaire. Safiatou, le 8 mars. Merci bien, Diakité. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Mon point de vue sur le 8 mars, moi je pense que le 8 mars, comme on le dit, c'est une journée internationale de la femme. C'est l'occasion de remercier ces braves dames qui se sont luttées pour cette journée. Parce qu'elle trouve son origine au début du XXe siècle. Il y a eu des femmes qui se sont manifestées pour réclamer l'égalité des droits, les droits de vote et puis les meilleures conditions de vie. D'accord. Alors, on va venir à vous, Madou, que vous, en tant que l'homme quand même qui débat parmi les femmes aujourd'hui, que pensez-vous du 8 mars? En fait, comme mes sœurs l'ont déjà dit, moi je pense que ce jour, c'est un jour mémorable, que même nous les hommes partageons également, parce qu'on se dit, bon voilà, à cette date du 8 mars, il y a beaucoup d'événements qui sont produits avant que cette date soit institutionnalisée. Je prends par exemple le cas de Awa Keïta au Mali, vu tout ce qu'elle a connu comme parcours de combattants, et ainsi de suite. Tous les combats menés par les femmes pour arriver à une société, je dirais, démocratique au Mali, en particulier d'abord, est un exemple. Donc ce jour de 8 mars, c'est un jour de méditation, de bilan également, pour savoir qu'est-ce qui a été fait pendant l'année écoulée et qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer les conditions des femmes. Bien sûr. Parce que, certes, il y a eu des réalisations, mais pour autant, le combat n'est pas fini. Il y a beaucoup de problèmes qui concernent les femmes encore, les violences, surtout elles sont les premières victimes lorsqu'il y a conflit ou autre chose. C'est pas seulement au Mali, comme l'a dit Mariam. On voit le cas de la RDC ou encore dans d'autres pays africains, en Afrique du Sud, voilà. Donc tout ça, c'est des trucs, c'est des choses qui nous amènent à nous dire il faudrait méditer, faire le bilan et voir comment avancer ensemble. Parce qu'on ne peut pas se dire, voilà, les femmes et les hommes, nous sommes complémentaires. Hein. Les femmes et les hommes sont complémentaires. Ouais. Cette année, dans le thème du 8 mars, on parle d'égalité. Bien sûr. Madame Mariam, est-ce qu'on peut parler d'égalité entre femmes et hommes si, du moment où aujourd'hui les femmes sont quasi inexistantes dans la sphère politique en Afrique? Oui, tout à fait. Ça, c'est le problème qui est commun à toutes les femmes à travers le monde. Hein. C'est pas seulement propre au Mali. Toujours, les pourcentages sont très parlants. Les femmes sont toujours majoritaires dans la population, mais elles sont toujours sous-représentées. Au Mali, c'est 10%. Dans la plupart des pays africains, c'est à l'Assemblée nationale, vous avez pas plus de 10% de femmes. Mais il existe des mesures pour remédier à cela, mais toujours est-il qu'il y a la résistance des hommes, la résistance des politiques à faire ces changements-là. Donc c'est vraiment ça, même actuellement dans un contexte de transition politique au Mali, nous avons très peu de femmes au gouvernement, je crois qu'elles sont 3. Et voilà, tout ce qui doit être mis en place, les commissions de médiation, etc. Il faudrait donner plus de visibilité aux femmes parce qu'il faut voir que même au front, nous sommes présentes là-bas. Et tous les événements qui nous ont emmenés même dans cette crise, il faut se rappeler que les femmes ont eu à jouer un rôle décisif dans tout ça. Et donc, au moment de rentrer maintenant dans la décision, dans la médiation, dans la négociation, il faudrait que les femmes aient un siège dans tout ça. D'accord. Alila. Oui, nous pouvons bien parler d'égalité entre les femmes et les hommes, hein, parce que pour moi, l'égalité ne se mesure pas au nombre de places que les femmes occupent dans les décisions, mais plutôt à la possibilité qu'on leur offre. Et aujourd'hui, aucune exclusion n'est faite pour que les femmes soient représentées à des niveaux de décision. Ce qui laisse entendre que les femmes peuvent jouer leur rôle. Et du moment où nous sortons des mêmes écoles, des mêmes facultés, nous avons les mêmes diplômes, je pense qu'il y a égalité. Et le même niveau, les capacités intellectuelles, elles sont naturellement données à tout un chacun. Elles ne sont pas mesurées au niveau des femmes pour dire qu'elles sont exclues à tel niveau de décision ou de responsabilité. Donc, je pense que tout cela doit nous montrer que la femme doit jouer son rôle. Qu'on parle d'égalité, c'est à nous, femmes,
de mériter cette place. C'est à nous de nous dire qu'effectivement, nous avons les mêmes diplômes que les hommes, alors s'il y a une place vacante, nous pouvons postuler au même titre que les hommes et jouer pleinement ce rôle qui nous sera confié pour qu'au jour de l'évaluation, les hommes puissent avoir vraiment la capacité de dire effectivement, elles jouent leur rôle et cette place, elles la méritent. Donc c'est à nous vraiment de nous impliquer encore pour montrer que nous avons notre place dans la société parce que nous avons les mêmes chances que les hommes, nous avons fait les mêmes écoles et nous avons une capacité de pouvoir mettre en exergue tout ce que nous avons appris à l'école. Ça va être vous partagez cela, les hommes et les femmes ont presque les mêmes chances, les mêmes niveaux, mais quand nous tiennent à cela, on voit toujours que les femmes sont presque inexistantes dans nos gouvernements. Généralement, en Afrique, quand on voit une femme occuper un poste, c'est peut-être le ministère de la femme, de la promotion de l'enfant. Pensez-vous qu'on peut parler d'égalité? Oui, je pense qu'on peut parler de l'égalité. L'ère a changé, hein, Kaba. L'ère a changé et l'ère doit changer. Moi, je dis la quasi-inexistence des femmes sur la sphère des décisions. Alors, lorsque nous représentons la majorité de l'électorat, elle est juste un signe d'inégalité. C'est basé vraiment, c'est un signe révélateur d'inégalité fondée sur nos sociétés. On pense que la femme est la propriété de l'homme ou bien de la belle famille. Sa place doit être dans les foyers. L'heure a passé. Au moins, on nous expecte d'aller à l'école. On a le même diplôme que les hommes. Je pense qu'on peut parler d'égalité. En ne voyant pas la femme comme le sexe faible sur tous les plans. La force, nous, on a la force mentale, même si ce n'est pas physiquement. Moi, je pense que mentalement, intellectuellement, on doit parler d'égalité entre l'homme et la femme. On va parler d'égalité entre l'homme et la femme. Tu partages? Moi, je pense que ce n'est pas encore d'actualité. Certes, on a la chance d'aller ensemble à l'école, on a la chance de gagner d'avoir le même diplôme ou encore de postuler pour des emplois, mais jusqu'à présent, beaucoup d'efforts sont à fournir dans ce domaine. Imaginez par exemple, le Mali a 22 ambassadeurs à l'étranger. Sur les 22, il n'y en a que 3 qui sont des femmes. Pourquoi cela, selon vous? Moi, je me dis, en fait, c'est peut-être une vision néfaste que les dirigeants politiques ont des femmes. Ils se disent qu'elles ne sont pas capables, ce qui n'est pas le cas. On a vu des femmes astronautes à travers le monde. On a vu des femmes qui sont battues sur tous les fronts de conflit. On a vu des femmes médecins, des femmes prix Nobel de la paix. Alors, et nous, pourquoi ne pas faire confiance à nos femmes encore et créer la parité au niveau des postes de l'administration publique? C'est possible. Moi, je me dis quelque part, Arina Cissé, est-ce que, par exemple, on ne manque pas de confiance aux femmes ici en Afrique? Est-ce que c'est pas ça? Parce que les femmes en sont bien capables, vous l'avez dit. Justement, mais Kaba, je voudrais d'abord souligner qu'avant de demander de l'aide à quelqu'un, il faut d'abord avoir confiance en soi-même. Et aujourd'hui, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous voyons que les femmes elles-mêmes n'ont pas une certaine assurance de leur capacité. Et le peu de femmes qui se battent aujourd'hui, arrivées à un certain niveau, lorsqu'on ose leur présenter des postes de responsabilité très grandes, elles commencent à hésiter. Elles se demandent, ah tiens, est-ce que je peux arriver jusqu'à ce niveau? Donc je me dis, il faut d'abord que les femmes elles-mêmes, elles aient confiance en elles, qu'elles croient en leurs capacités et qu'elles continuent à se battre à tous les niveaux. Et c'est sur ce plan qu'elles peuvent avoir des mesures pour que ça change au niveau du quota. Mais tant que nous demandons à nos autorités de toujours agir pour donner des places, c'est des places qui resteront vacantes parce qu'elles viendront, elles n'auront pas confiance en elles et elles répartiront. Donc moi, je mettrai surtout l'accent sur la motivation personnelle des femmes à s'engager pour se battre sur ce front. Ça fait tout. Moi, je pense que pour éradiquer ces phénomènes, il faut il faut la sensibilisation. Il faut aussi un changement de mentalité parce que c'est un problème culturel. Nous sommes dans une société fortement patriarcale. Donc, où on voit que l'homme, la force, la femme, tu te mets d'abord en dernière position. Quand l'homme vient, c'est la femme lui suit. Donc, c'est en nous, la nouvelle génération. Bien que les femmes se sont battues, nous aussi, parce que c'est une lutte perpétuelle. On n'a pas eu d'abord gain de cause. C'est vrai, il y a des efforts. On voit ça. Maintenant, il y a des femmes en politique qui s'avancent, même si nous sommes minoritaires sur la scène politique. Il y a des femmes présidentes, il y a des femmes comme chef de cabinet. Justement, moi, je pense, c'est
qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, amener un changement de mentalité. Donc, c'est là, il faut vraiment une sensibilisation. Moi, je pense que quand les hommes nous aident, la famille, la société nous aide, on aura confiance en nous-mêmes. Parce que c'est un problème culturel. Ouais, mais selon Harira, c'est la femme d'abord qui doit avoir confiance en elle avant de compter sur quelqu'un d'autre. Elle a dit qu'il faut compter sur soi. Tout à fait. Partagez cela? Pas tout à fait. En fait, au Mali et en Afrique actuellement, des femmes leaders et des femmes qualifiées, il n'en manque pas du tout. Elles ont confiance en elles, mais ceux qui n'en ont pas encore dit sur ce plateau, sur le plan politique, ce sont les moyens financiers. C'est-à-dire ce sont les hommes qui ont les moyens pour faire des grandes campagnes. Parce que là, il n'y a que 2 femmes sur le continent qui sont présidentes. Au Malawi, Joyce Banda, elle est en fait par intérim. Elle n'a pas été élue. Il y en a une seule qui a été élue. Mais il faut reconnaître que le problème, c'est la différence de moyens. Il y a Mme Sidibé Aminata Diallo qui a essayer de briguer la magistrature suprême au Mali. Mais quelle a été sa première difficulté? Elle a fait une toute petite campagne à côté des hommes à cause des moyens. Et ça, ce qu'on peut reprocher et ce qu'on doit attendre des femmes, je pense que ce n'est pas ni la compétence ni la confiance en elles. Elles disposent de tout ça. Le problème, c'est vraiment une synergie d'action entre elles et une bonne organisation pour pouvoir peser sur les décisions. Plus de solidarité féminine, plus d'organisation pour aider justement ces femmes-là qui veulent aller jusqu'à la magistrature suprême, faire du lobbying pour qu'il y ait des quotas, par exemple, à l'Assemblée nationale pour monter jusqu'à 30% de femmes élues et faire en sorte de faire, par exemple, des levées de fonds pour des femmes candidates. Mais ça, elles le font et elles les soutiennent, par exemple, pour les élections municipales, aux élections locales. Donc, moi, je crois que le Mali ou la plupart des pays africains regorge de femmes intellectuelles, regorge de femmes dynamiques, engagées, que ce soit dans les associations, que ce soit sur la sphère politique. Elles ne manquent pas de confiance en elles, mais à un moment donné, il y a des réalités qui sont là, notamment les moyens, et à un moment donné, il y a une discrimination réelle qui existe à l'endroit des femmes. Ça, il faut le dire. Qui est surtout le problème. Voilà. Enfin, nous allons avancer dans cette émission. Nous allons parler des violences faites aux femmes. Nous allons partir en Côte d'Ivoire. En 2012, environ 252 femmes ont été recensées par l'ONG OFACI, des femmes qui ont reçu des coups, des blessures. Et voilà, l'ONG OFACI a fait un rapport là-dessus en 2012. C'est dans notre enquête de la semaine. Nous allons suivre ça et juste après, on se retrouve pour en parler. Violence sexuelle, mutilation génitale, violence conjugale, mariage forcé. Voilà ce qu'ont subi les 252 femmes recensées en Côte d'Ivoire par l'ONG OFACI, Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, en 2012. Ces 252 femmes ont pu être enregistrées parce qu'elles ont accepté de témoigner. J'ai été victime de viol et je sais qu'on a fait quelque chose sans que je ne puisse donner mon OK. J'ai porté plainte. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Et puis, vous ne pouvez pas imaginer ce que je traverse chaque jour comme épreuve. Je me souviens que je disais à mon responsable, je dis, comment j'ai perdu ce que je devais perdre comme dignité de femme. Mais je parle pour les autres filles. Mais combien sont-elles, ces femmes qui osent ainsi briser le tabou? Pour l'OFACI, c'est le début d'un combat. Nous estimons que ces cas sont graves. Nous disons aux pères incestueux, aux femmes qui pratiquent l'excision sur les petites filles, aux parents qui n'ont trouvé d'autre chose que de marier de façon précoce et forcer leurs enfants, que nous avons à OFACI assez fait beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation. Nous allons passer désormais à l'acte, aux actions. Ils seront dénoncés et punis par la loi. Et l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire veut aussi que l'application de la législation contre les violences faites aux femmes soit mieux appliquée afin que le slogan retenu par la communauté internationale pour la journée de la femme, de la promesse, passons à l'action, ne reste pas lettre morte. Voilà, et retour. Harira, que pensez-vous de ce reportage de ces femmes qui sont battues à longueur de journée? Je pense que avant tout, dans des situations pareilles, les femmes sont d'abord les premières victimes
du fait qu'elles sont issues d'une couche vulnérable, mais qu'à cela ne tienne, justice doit être faite. Je pense que la justice, elle existe pour tout le monde. Alors si nous voyons qu'il y a des femmes qui aujourd'hui, à cause de leur situation, ne pouvons pas se battre ou se mettre dans les conditions qui sont demandées, arrivent à être victimes de ces genres de situations, je pense quand même que la justice doit quand même être faite pour tout le monde, pour que ces femmes soient mises dans leurs droits, pour qu'elles vivent leur vie et qu'elles puissent aujourd'hui se dire que l'avenir du pays, c'est aussi une partie d'elles que cet avenir peut se réaliser. Et si ces femmes aujourd'hui sont maltraitées et qu'elles n'arrivent pas à avoir en fin de compte une justice au bout, c'est quand même déplorable. Ok, Safiatou. Merci. Kaba, moi je pense que chacun de nous mérite l'épanouissement. Qu'on soit femme ou homme, chacun de nous mérite au moins le bien-être. Ces femmes qui sont battues à la longueur de la journée par les hommes, souvent tout commence d'abord de la famille. Tu verrais un homme marié qui frappe sa femme. Tu viens, tu lui dis il faut arrêter. Il te répondra c'est ma femme. C'est comme si c'est sa propriété privée. Bien sûr. Donc moi je pense, moi je dis que c'est un problème culturel. Hein. Il faut un changement de mentalité. Qu'il est temps que les hommes arrêtent. Qu'ils se disent qu'au moins, maintenant l'esprit de subordination qu'on arrête avec. Qu'on cultive l'esprit de complémentarité. On leur complète. Nous sommes ensemble. Donc la femme et l'homme, ça va ensemble. Donc il faut cultiver, moi je pense, il faut cultiver cette culture. D'accord. Monsieur Mamadou, vous avez même une association femmes battues. Vous faites presque la même chose que l'ONG OFACI. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ou d'abord, avant cela, est-ce que vous avez l'habitude de voir des femmes, de rencontrer des femmes qui sont battues par leur mari là, sur ce plan, c'est ce qui a même motivé le coordinateur de l'association à nous réunir pour que nous créions cette association. Et son état, lui, certainement, il ne pouvait pas s'impliquer. Mais il a vu, chaque fois, il y a des femmes qui viennent le voir. J'ai été victime de ça. Et c'était... Généralement, les femmes, elles subissent quoi quand elles arrivent chez vous? Moi, j'en ai vu un cas où la dame est venue ébouillantée avec de l'huile. De l'huile, qui a été... Son mari a versé sur elle de l'huile ébouillantée. Imaginez ce que ça peut faire. Pas de l'huile simplement, mais ébouillantée. À quel degré? Elle était venue, le corps tout brûlé, je dirais, d'après notre médecin, parce qu'on a une structure, une unité de soins là-bas, lui dit qu'elle était brûlée au 2e degré. Moi je dis, c'est-à-dire, elle me dit, voilà ce que je vais vous dire. Elle ne serait pas venue, peut-être son mari va la tuer. Et cette dame, malgré sa prise en charge effectuée à notre niveau, on lui a demandé d'aller porter plainte, elle dit non. C'est là que je rejoins ma soeur. Côté culture. Elle me dit non, je dis pourquoi? Il faut qu'on monte un dossier pour vous défendre. Elle dit non, parce que si jamais elle se permettait de porter plainte, elle allait créer l'humiliation autour de sa famille. Oui. Donc, par pudeur, par respect pour sa famille, voilà ce que certaines femmes subissent. Il y en a qui sont victimes toutes sortes de violences. Ça, c'est... Pardon. Et puis, souvent, on respecte tout à cause de nos enfants. Tu es battu, on te fait tout. Tu vas dire, quand je vais à la justice, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai amené le père de mes enfants devant le tribunal. Alors, Arira disait tout à l'heure qu'il faut que justice soit faite. Alors, vous êtes juriste, en tant que juriste, qu'est-ce qui peut se passer en ce moment-là? Qu'est-ce que la femme peut faire? Ce que la femme peut faire, c'est d'abord de se faire assister actuellement. Assister par un conseil juridique ou un pôle, ça dépend d'elle. Mais quand même, parce qu'elle seule, elle perdra le combat, c'est sûr. Les textes maliens sont laconiques en ce domaine-là. Je prends un exemple très simple. Quelque part, le code de mariage autorise la femme à se marier, mais ne l'autorise pas à exercer le commerce sans le consentement de son mari. Or, dans notre constitution, il est prévu qu'il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme. Donc, la constitution va en contradiction avec la loi. Désaccord. Oui. Et ça, c'est juste un exemple. Sur le plan des traités internationaux, le Mali est le premier, et je dirais, est l'un des pays signataires de nombreux traités internationaux, ratifiés d'ailleurs. Mais malheureusement, ces traités-là ne sont pas homologués dans nos lois nationales. Et là, ça pose problème, parce qu'il faudrait une homologation de ces traités pour au moins, parce que souvent, on a des lois, si on veut se battre
pour leur cause, on se dit, bon voilà, on les a déjà dans nos textes. Mais malheureusement, nos textes sont défaillants. D'accord. On va essayer d'avancer dans le débat. Également, il y a d'autres problématiques que nous rencontrons souvent. Ce sont des femmes qui sont violées et sans espoir. On en a vu tout récemment en Inde avec la jeune fille qui a été violée. Tout récemment également en Afrique du Sud, c'était pareil. Donc, ce sont des sujets qui ne sont pas du tout potables. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ces femmes qui n'ont pas de moyens. Est-ce que la loi ne peut pas défendre ces femmes-là? En fait, avant de vous donner la parole, nous voyons en Afrique du Sud, par exemple, 2 femmes sont violées chaque 2 minutes. Est-ce que c'est un cas normal? Oui, là-bas, c'est un phénomène très ancien. Je crois même que c'est plutôt en baisse par rapport aux années précédentes. Mais le problème qu'il y a, c'est 2 problèmes en fait. À cause du poids des cultures, comme on l'a dit, il y a la peur de la stigmatisation. C'est-à-dire la femme qui dénonce son violeur ou la personne qui le bat, elle se fera stigmatiser dans sa communauté. C'est plus personne qui voudra la marier, c'est les gens qui vont traiter ses enfants de tous les noms et elle-même, elle se sentira vraiment bannie de sa communauté. Donc la peur de la stigmatisation les empêche en fait d'aller chercher de l'aide. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça peut se terminer de manière tragique, comme ces petites Indiennes qui se sont suicidées. Bien sûr. Il y en a qui perdent la vie, il y en a qui peuvent se faire violenter jusqu'à mort. Il y a des femmes qui se font enterrer vivants. Ça arrive dans certains pays africains à la suite des conflits. Il y a toutes sortes de violences psychologiques et physiques que les femmes subissent, ce qu'on appelle les violences basées sur le genre, en raison du fait qu'elles sont femmes. Et donc, ce qu'il y a, comme il l'a dit, les textes nationaux sont là, la Constitution est là, les traités internationaux sont là. Mais dans le cas du Mali, ce que nous devons rappeler, c'est que notre fameux nouveau code de la famille, il est très très défavorable aux femmes. Il faut qu'on le dise. Il y a 53 articles qui sont défavorables aux femmes. Donc comment est-ce que vous voulez que nous parvenons à réussir à lutter contre l'impunité si nous avons un code de la famille qui a 53 articles qui nous sont défavorables? Donc, je crois que la cause de la femme, sur le plan, en tout cas, juridique, pour permettre à la femme, notamment à la femme malienne, d'aller dénoncer ces violences, de réclamer justice, la femme malienne est en difficulté. La Convention sur l'élimination de toutes les violences à l'égard faites aux femmes, elle n'est pas reconnue par le Code de la famille. Donc, je crois que l'appel même qu'on doit lancer, c'est vraiment aux autorités maliennes de respecter leurs engagements et de respecter leurs engagements de protéger les droits de la femme. Et nous devons demander aussi aux législateurs de regarder, de voir dans quelle mesure légiférer en faveur de la femme, parce qu'actuellement, c'est quand même très difficile. D'accord. Un appel lancé pour le Mali également, pour tous les autres pays. Et voilà, nous voyons également souvent les femmes qui restent les premières victimes lors des conflits, que ce soit en Afrique ou un peu partout dans le monde. Nous avons rencontré Djoro Ndiaye, qui est ancien ministre au Sénégal. Elle nous a donné son point de vue sur le sujet. On l'écoute, c'est dans notre témoignage de la semaine. C'est un problème très culturel, c'est un problème lié à leur niveau d'éducation, c'est un problème lié à leur culture. Mais vous savez, ce n'est pas seulement l'Afrique qui a cet apanage-là. Nous avons vu en Asie, quand il y a des tsunamis, par exemple, on a vu que les femmes se préoccupaient d'évacuer les personnes âgées qui vivaient avec elles dans la maison, les enfants également, avant elles de partir. Et au moment de partir, elles se rendent compte que le niveau de l'eau est tellement élevé qu'il fallait nager. Et elles ne savaient pas nager. C'est pareil pour les conflits ici. Je pense que le conflit du Mali en particulier, où on peut noter un certain nombre de problèmes sociaux liés à cela, ces problèmes dans lesquels les femmes sont absolument centrales. C'est la reconstruction de la famille, c'est la recherche des enfants qu'on a perdus, c'est la lutte contre
vraiment la précarité la plus atroce, mais également comment se préserver des risques de viol et de violence qu'elle court tous les jours. Voici le terrain, voici le cadre, voici le schéma dans lequel les femmes en zone de conflit évoluent chaque fois. Donc la solution, me direz-vous, c'est que les femmes et les hommes, quand un conflit émerge quelque part, que les femmes et les hommes soient ensemble pour non seulement gérer le conflit, mais pour négocier à la sortie de cette crise-là. Et malheureusement, ça ne se fait pas. Elles sont souvent oubliées dans le rush, dans l'immédiat et dans l'immédiateté des actions à prendre. On fait fi soit de la présence des femmes, soit de leur avis. Je pense que c'est quelque chose à remettre en question. Voilà, retour sur ce plateau. Je me retourne vers Harira Cissé. Harira Cissé, je le disais tantôt, les femmes restent les premières victimes lors des conflits de guerre aujourd'hui ou autres. Selon vous, qu'est-ce qui amène cela? Oui, je le disais tantôt, qu'il soit lors des conflits ou même dans les foyers, par rapport au témoignage qu'on vient de voir, c'est que la femme, c'est sa situation physique qui la met chaque fois dans cet état. Elle fait partie des couches vulnérables. Et lors des conflits, le fait qu'elle soit aussi dans cette couche, les personnes âgées, les enfants, les femmes, c'est vraiment les personnes qui ne peuvent pas se défendre comme il le faut, comme les hommes le font. Alors, elles sont les plus exposées. Elles subissent très généralement des exactions. Elles sont aussi délaissées pendant que les autres sont au front. Et la plupart du temps, cela engendre beaucoup de conséquences sur leur personne. Et psychologiquement, c'est très difficile à surmonter. Et aujourd'hui, si nous devons prendre des mesures pour que cela n'arrive pas ou que cela soit atténué, c'est d'abord de penser à une politique, une stratégie de les couvrir, de pouvoir venir en aide à ces femmes, à ces enfants, afin que la population dans sa majorité, ne soit pas touchée par tout ce qui arrive lors des conflits. Lorsque nous laissons une population en elle-même et que c'est chacun qui doit se défendre comme il le faut, c'est très difficile de pouvoir éviter ces genres de situations. D'accord. Ça fait tout. Comment atténuer cette situation-là aujourd'hui, les femmes qui restent les premières victimes lors des conflits, selon vous? Moi, je pense qu'il faut d'abord une prise de conscience des femmes elles-mêmes. Par exemple, performance scolaire pour pouvoir participer à la gouvernance et la prévention des conflits. Parce que, comme ma sœur a dit, nous sommes considérés comme la couche la plus vulnérable. Donc, il faut plus d'organisation. Il faut qu'on s'organise davantage, qu'on forme des associations, qu'on reconnaisse au moins nos droits et pour pouvoir les défendre. D'accord. Alors, nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. Dernière question pour vous tous. Nous allons peut-être commencer par Mamadou. Alors, Mamadou, comment vous imaginez la femme, comment vous imaginez la place de la femme dans l'Afrique de demain? Pardon. Une bonne place. Parce que déjà, le train est en marche. Je prends l'exemple du Libéria, qui ont Ellen Sirleaf Johnson comme présidente, ou encore Mme Zuma, qui est présidente de la commission de l'UA. Et à travers d'autres pays africains, les modèles ne manquent pas. Je me dis, forcément, on n'a même pas le choix. Le moteur du développement, c'est la femme. Et obligatoirement, la tendance doit s'équilibrer. Hommes, femmes, côte à côte, pour une Afrique meilleure, une Afrique épanouie. On n'a pas le choix. La femme aura une place dorée. D'accord. Ouais. Mariam Diallo, comment imaginez-vous la place de la femme dans l'Afrique de demain? Non, c'est pas pour imaginer parce que déjà aujourd'hui, demain et comme toujours ça l'a été, c'est la femme qui joue le rôle central. C'est juste que les hommes, ils essayent quand même. Vous essayez à chaque fois, lorsqu'on leur rentre maintenant dans la vie publique, d'essayer de rester entre vous. Mais nous savons tous que le rôle primordial de la femme dans la société, c'est la femme qui le joue. Toujours derrière chaque grand homme, voilà. Il y a une grande femme. Tout à fait. Maintenant, sur un plan institutionnel, sur un plan formel, bien évidemment, on peut se projeter et penser à la parité, comme certains pays l'ont fait proche de nous, tels que le Sénégal. Donc, on peut imaginer qu'il y aura la parité. On peut surtout, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une égalité et une équité genre. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus en fait d'hommes et de femmes, qu'on parle d'équité genre,
que les droits et les besoins de chaque genre soient pris en compte et soient respectés dans tous les secteurs politiques, socio-économiques de la société. D'accord. Safiatou Kanté, si aujourd'hui vous avez un appel à lancer à toutes les femmes qui suivent cette émission, quel message vous allez leur dire? D'abord, je rends un grand hommage à toutes les femmes qui nous écoutent actuellement. Je leur dirais, il est temps qu'on se dise qu'on est mieux servi par soi-même. C'est nous qui faisons les campagnes pour les hommes. C'est nous qui sommes les piliers de la société. Mais quand il s'agit des postes de responsabilité, on y met en dernière position. Moi, je pense qu'il est temps qu'on s'organise, qu'on se donne la main, qu'on se dit que notre place, ce n'est pas uniquement le foyer. On peut aller dehors, on peut cultiver l'esprit de complémentarité. On peut occuper des postes de président. Il faut voir le cas. Il y a des présidentes de la République, il y a des présidentes. Donc, je profite sur ce plateau aussi pour leur dire que nous sommes fiers d'elles. Donc, elles sont notre exemple. Maintenant, les femmes s'intéressent à la vie politique. Moi, je pense qu'on doit imaginer une position honorable. Néanmoins, il y a des efforts. Actuellement, on voit des femmes chefs de cabinet, ainsi de suite. Mais c'est un combat. C'est un combat, on doit continuer pour avoir gain de cause. D'accord. Harira Cissé, nous allons finir cette émission avec vous. Un appel à lancer au pouvoir public, mais également aux hommes qui nous suivent. Merci Kaba. Avant cet appel, je voudrais quand même rappeler que le meilleur exemple aujourd'hui pour illustrer que les femmes se battent, et lorsqu'elles se battent, elles méritent d'avoir leur place, c'est que nous avons une présidente au Libéria, nous avons une présidente au Malawi, de façon intérim. Donc c'est pour déjà dire à la femme de ne pas se sous-estimer, de croire en elle, de se battre, parce que sa place, c'est elle seule qui doit pouvoir d'abord se battre pour l'avoir. Et c'est aux autres maintenant de l'accompagner. Alors, s'il y a un appel que je dois faire, c'est d'abord de dire que la femme de demain ne peut avoir la place qu'elle mérite si elle ne se fixe pas un objectif aujourd'hui. Et cet objectif, il doit être clair, précis, accompagné des moyens. Et c'est dans la mise en œuvre de ces moyens que nous allons lancer un appel aux autorités pour nous aider. De nombreux efforts sont en train d'être faits. Aucune exclusion n'est faite à l'endroit de la femme pour occuper des postes de responsabilité dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale et même au sommet de l'État. Mais c'est les femmes qui restent encore en marge. Donc qu'elles prennent conscience de leurs capacités, qu'elles continuent à se battre, à croire en elles et de mettre en exergue ces capacités. C'est la seule façon pour elles d'avoir la place qu'elles méritent dans cette société. Et nous allons vraiment demander aux hommes de nous soutenir encore, parce que c'est pas facile voir une femme qui se bat dehors et qui doit encore jouer son rôle au foyer. C'est beaucoup d'efforts. Donc qu'ils nous soutiennent dans la mise en œuvre de tous ces efforts pour que nous puissions vraiment nous épanouir comme on le veut, à leur côté, mais tout en jouant notre rôle dans cette société qui a besoin aussi de nous. D'accord, voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, Jeunes d'Afrique. Et d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.africabtelevision.com ou tout simplement nous écrire à l'adresse agoraji@africabtelevision.com. Merci, Jeunes d'Afrique, et d'ailleurs de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, dans 2 semaines pour un autre numéro d'Agoraji. Mais d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.